L'invité de Comment j'ai réussi, Jean-Brice de Cazeneuve. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Vous êtes le cofondateur de ShareSub. C'est un système de partage d'abonnements, par exemple pour les services de VOD ou de streaming musical. Comment est-ce qu'on peut légalement partager son abonnement Deezer, Netflix ou Spotify? Est-ce que c'est, on va dire, complètement légal ou est-ce qu'on est dans une zone grise? C'est une très bonne question. En fait, on n'est pas du tout dans une zone grise. Aujourd'hui, nous, on opère en ayant bien répertorié les contraintes qui s'exercent sur les abonnements. On a regardé près avec nos avocats. Donc, l'idée, simplement, c'est qu'on va encadrer cette activité de partage. C'est d'ailleurs pas quelque chose de nouveau. Ça n'est pas né avec notre service. Le service existe les gens partagent depuis très longtemps. Et nous, on vient poser des garde-fous pour que ça fonctionne bien entre les utilisateurs. À savoir, on ne partage que des abonnements qui sont conçus pour plusieurs utilisateurs, pour un groupe. On fait respecter des règles entre les utilisateurs de remboursement pour que le montant des remboursements soit limité et ne permette pas de dégager un bénéfice. Ce genre de règles sont essentielles pour effectivement la légalité du service et on y regarde de très près. Vous parlez d'abonnements multi-utilisateurs. Généralement, ils sont restreints au cercle familial. Est-ce qu'on peut du coup les partager avec des inconnus? Alors, il y a beaucoup d'abonnements qui ne sont pas restreints. Si vous prenez la plupart des titres de presse, Le Monde, on parle de postes de lecteurs. Il n'y a pas forcément de restrictions. Les offres s'appellent parfois famille pour donner l'idée du partage, mais ne sont pas théoriquement toujours restreintes. Et dans un certain nombre de cas, elles peuvent l'être de manière un petit peu abusive ou non forcément très conforme au droit, qui a plutôt tendance à défendre les consommateurs dans leur droit à jouir de places qui sont finalement payées et qui rémunèrent les producteurs de contenu. Est-ce qu'il y a d'autres types d'abonnements physiques, j'entends, qu'il est possible de partager? Par exemple, la salle de sport, sachant que certaines salles offrent la possibilité de venir avec un invité. Effectivement, c'est quelque chose qui est envisagé. Aujourd'hui, on ne le propose pas sur la plateforme parce que ça demande une contrainte géographique forte. Mais on a eu des demandes dans ce sens. On sera ravis d'accompagner les utilisateurs si demain c'est quelque chose qui est simple à faire. Mais aujourd'hui, ça reste un petit peu compliqué. On va être plutôt sur les abonnements digitaux, des abonnements de loisirs. Et justement, comment est-ce que ces entreprises du digital, qui proposent donc un service par abonnement, considèrent votre initiative? En fait, on a des discussions avec certaines qui les voient d'un œil très positif, notamment des plus petites plateformes, parce que si vous voulez, en fait, le budget des ménages n'étant pas extensible, et on vient de sortir une étude avec l'Ipsos tout récemment, et on voit que voilà, sous contrainte, c'est-à-dire que la partie purement financière des abonnements de loisirs aujourd'hui, c'est 54 € par mois. Ce budget n'étant pas extensible et étant consommé en grande partie par les grosses entreprises, on va dire Netflix, Spotify, les grandes majors, en fait, finalement, les prix augmentant, plus de 24% sur 2025, on va grignoter tout le budget des ménages et du coup, les plus petites plateformes, notamment françaises, qui proposent un peu plus de diversité culturelle, vont risquent de disparaître. Donc finalement, il y en a beaucoup qui sont très partantes avec notre initiative et qui voient ça comme une solution pour élargir leur audience. Vous dites, elle voit ça d'un bon œil. Pour une société qui propose des abonnements, le meilleur client, c'est celui qui paye son abonnement mais qui n'utilise jamais le service. Je ne sais pas, parce que finalement, les Français font des arbitrages. Aujourd'hui, il y a 30%, c'est aussi un chiffre de l'étude, 30% des gens qui pratiquent de l'abonnement intermittent, c'est-à-dire qu'ils sont tellement près de leur budget qu'ils vont se désabonner dès qu'ils ont fini de regarder la série qui vient de sortir, et finalement, ils peuvent ne s'abonner que 2 mois dans l'année et regarder tous les contenus. Donc nous, on leur propose plutôt de rester abonnés sur le long terme, au travers d'un tarif de groupe qui finalement est proposé par les éditeurs, mais de rester abonnés sur la durée, et du coup de financer durablement ces créateurs de contenu. Alors vous dites que vous exercez une forme de contrôle. Est-ce que vous vérifiez par exemple que les abonnements partagés sont bien des versions multi-utilisateurs? Absolument, on va aller contrôler tous les éléments qui sont possibles de contrôler pour nous, des factures par exemple, qui peuvent être fournies par les utilisateurs. Et puis comme en fait on opère un système de paiement entre les utilisateurs de la plateforme, qui demande un agrément ACPR que nous avons au travers de nos partenaires, et en fait on a la connaissance précise de l'identité des participants. Donc on va aller assez loin dans l'analyse et dans les données qu'on collecte pour vérifier et sécuriser cette pratique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le titulaire du contrat de se retrouver fermé dehors? C'est-à-dire qu'on partage ses codes avec d'autres utilisateurs jusqu'au jour où potentiellement un autre utilisateur change les codes et on se retrouve, comme je le disais, fermé à l'extérieur? Alors non, parce qu'aujourd'hui...
déjà, quand on a un changement de code, en général, il passe par une vérification qu'on appelle à deux facteurs. Donc, il y aura une confirmation qui est liée à l'email du propriétaire qui ne peut être changé. Et puis surtout, le mode de partage dominant, majoritaire aujourd'hui, c'est d'avoir un lien d'invitation. C'est-à-dire que la personne qui organise le partage va vous envoyer un lien d'invitation pour rejoindre son abonnement, son groupe tarifaire, mais vous avez votre propre login, votre propre mot de passe, et vous êtes indépendant. Quel est le business model? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent sur ce partage de code? Nous, on vient ajouter une petite commission sur les participations. Donc, vous pouvez utiliser le service qui est un peu comme du covoiturage, soit en proposant vos places, soit en rejoignant un groupe. Et donc, nous, on n'a aucun frais pour les gens qui proposent leurs places, mais simplement quand vous venez rejoindre un groupe, vu que vous avez un petit peu moins d'efforts financiers à faire pour cela, on va vous demander une petite participation de 90 centimes fixe sur chaque transaction. Vous êtes présent dans 33 pays, mais vous concentrez essentiellement vos efforts en France. Pratiquement la moitié des utilisateurs sont en France. Est-ce qu'il y a le même potentiel pour tous les pays, à votre avis? Oui, aujourd'hui, en fait, on est très présent en France parce qu'on s'est développé là, on est en région parisienne, mais on est sur la même courbe de croissance en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, et on va jusqu'aux confins de l'Europe aujourd'hui avec la Pologne, la Norvège, la Roumanie, la Bulgarie, qui est en train de passer à l'euro, etc. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-Brice de Cazonneuve, cofondateur de ShareSob, qui permet donc de partager son abonnement sur les plateformes de VOD, de streaming musical et potentiellement, vous l'avez dit, bientôt les salles de sport. On espère. Merci beaucoup d'être venu ce matin. 6h21, les classiques de l'économie avec